Bienvenue dans cette session dédiée à la cybersécurité, un thème qui concerne depuis quelques années toutes les entreprises. Bonjour à tous et aujourd'hui je vais vous parler du radar des menaces et en Suisse en 2021. Nous sommes tous concernés. Je me demandais s'il fallait mettre un point d'interrogation à cette affirmation, si on veut. Après, je me suis dit non, aujourd'hui, tout le monde est conscient que tout le monde est concerné, en tant que personne privée, en tant qu'entreprise, en tant que politicien ou en tant qu'État. On est tous conscients qu'on est concerné. Mais comment on est concerné? Pour cela, il faut comprendre la situation. Dans quelle situation on se trouve aujourd'hui? Pour se défendre, il faut un certain degré de maturité dans les entreprises. Donc, on va traiter ce thème-là. On va regarder comment on peut gérer la sécurité de manière structurée pour arriver à un degré de maturité souhaité et éventuellement la possibilité d'externaliser certaines tâches si on n'a pas les ressources nécessaires pour le faire soi-même. Donc, la situation, j'ai pris ce graphique de FireHire qui cherche d'établir quels sont les groupes de pirates informatiques, de hackers qui sont actifs dans le cyberspace. On en a ici 1900 qui ont été classifiés. Ce n'est pas dit que ce sont tous les groupes, mais ici on en a 1900, ils étaient 1800 en 2019. Donc il y a vraiment une croissance de ces organisations. C'est des entreprises criminelles, des vraies organisations qui attaquent de manière ciblée les entreprises pour des fins qui peuvent être financières, d'espionnage, de sabotage, etc. Donc on voit, ils sont classifiés ici par des groupes sponsorisés par des États, des groupes qui sont motivés financièrement, et puis des groupes qui ne sont pas classifiés ici, mais très souvent aussi motivés financièrement. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que les groupes financiers par des États ont doublé dans les derniers 3 ans. Donc là, c'est vraiment des attaques difficiles à découvrir, à détecter, parce qu'on a pratiquement des moyens infinis à disposition pour générer, pour créer de nouvelles techniques d'attaque. La preuve, c'est que si on regarde la pyramide de ceux avec qui on a affaire, on a en bas de la pyramide, bien sûr, toujours ceux qui font du vandalisme avec des outils qu'on trouve sur Internet. Ici, c'est relativement simple à bloquer ce type d'attaque avec des systèmes traditionnels, si on veut. On a des groupes qui ont on appelle des criminels opportunistes, qui vont essayer de rentrer quelque part, ils vont essayer toutes les portes, voir où c'est qu'il y a une porte ouverte. Donc, par opportunisme, ils vont attaquer une entreprise ou une personne. Mais ensuite, il y a ceux qui font de la criminalité ciblée. Ici, c'est beaucoup plus difficile à découvrir. On a plus de moyens à disposition, on est plus organisé, on a des techniques mieux définies, et là, ça devient plus complexe. Ensuite, on a ces organisations sponsorisées par des États qui font du terrorisme, du sabotage, de l'espionnage. Et ici, ça devient vraiment difficile. Il y en a moins, mais ça devient plus difficile à découvrir. Et ensuite, on pourrait envisager une guerre cyber. Ça, c'est au niveau d'État que c'est créé. Donc, qui est concerné en tant que privé? Je suis concerné par les 2 couches inférieures, normalement. Éventuellement, si je suis une personne très exposée, une VIP, je pourrais être ciblé aussi par une attaque. Donc, aussi des attaques ciblées, ça peut concerner les privés. En tant qu'entreprise, bien entendu, on est ciblé et on a éventuellement quelques attaques aussi étatiques qui pourraient entrer en jeu. En tant qu'infrastructure critique telle que transport, énergie, communication, etc., on est concerné à ça, on peut le prouver, nous on est confronté à ce type d'attaque. Et bien sûr, s'il y a une guerre, c'est les militaires et l'armée. L'armée est aussi en train de se former pour ce type de menace. Donc on voit cette situation, on peut la confirmer avec les chiffres que nous, on observe chaque mois sur notre infrastructure, 4,5 millions de tentatives d'attaque sur notre infrastructure. C'est vraiment un chiffre très élevé, même si la plupart de ces attaques, c'est des attaques simples, automatiques, faciles à bloquer. Là-dedans, il y a des attaques beaucoup plus complexes. Et là, la difficulté de trouver l'aiguille là-dedans, les attaques qui sont plus complexes. 10 attaques ou 10 incidents de sécurité sont traités par nos pompiers de la sécurité, le CSIRT, le Computer Incident Response Team. Eux s'occupent vraiment des cas pour lesquels une intervention humaine est nécessaire pour traiter un incident. 3700 personnes sont informées que leur compte client a été hacké, donc leur username et password ont été quelque part publiés.
1200 attaques de phishing sont bloquées par mois. On voit vraiment que c'est une réalité, ce n'est pas seulement une hypothèse. Ce slide montre la complexité d'une part, donc c'est réel, et d'autre part, ça montre aussi que grâce à ces attaques, on apprend chaque mois quelque chose et nous permet aussi d'établir chaque année le radar des menaces basé sur les informations, les observations qu'on a pu faire sur notre infrastructure. Le radar est composé de 4 anneaux. Au centre, c'est les thèmes pour lesquels c'est très difficile à combattre et on doit investir beaucoup de temps et d'argent. Dans le deuxième anneau, on a des menaces qui sont courantes, c'est le travail de tous les jours, c'est complexe, mais c'est ce qu'on fait tous les jours. Dans le troisième anneau, on a des menaces qu'on commence à observer un tout petit peu, éventuellement on en a subi une ou deux, mais surtout on lit aussi dans les rapports internationaux, ça pourrait venir. Et ensuite, on a dans le quatrième anneau, et à l'extérieur, c'est vraiment une observation pour des menaces qui pourraient venir dans les prochains mois ou années. Donc, on est en phase d'observation. On a ici, par exemple, les attaques basées sur l'intelligence artificielle qui pourraient bientôt être une réalité aussi comme menace pour les entreprises. Je ne vais pas aller dans les détails de ces menaces à l'intérieur du radar. Il y en a quelques-unes que vous reconnaissez certainement. On a challengé aussi ce radar avec le Centre national suisse de cybersécurité, qu'eux observent et reçoivent les communications sur les attaques au niveau national. Et on a pu corréler effectivement ce type de menaces. Certainement, à dépendance de la branche dans laquelle on se trouve, on a d'autres menaces qu'on doit traiter, mais ça permet de dire, voilà, moi, en tant qu'entreprise, je dois définir quel est le paysage de menaces, je dois les classifier. Ici, on a 7 segments qu'on a définis, et ça nous permet de définir la stratégie de défense et savoir où on va prioriser les investissements pour nous défendre. Donc, si on reprend cette pyramide, on voit qui sont les attaquants, et on les met sur un graphique dans lequel on définit quelles sont les connaissances sur l'axe vertical nécessaires pour combattre ces groupes ou ces menaces, et sur l'axe horizontal, quelle est la complexité de l'attaque lui-même, et entre deux, on définit quelle est la stratégie. On voit ici très clairement que jusqu'à un certain niveau, on peut de façon préventive bloquer les attaques, mais à partir d'un certain moment, on doit aller dans une autre dimension, c'est la détection. Détection, ça ne veut pas seulement dire attendre qu'il y a de la fumée pour voir s'il y a du feu, mais vraiment dire je ne vois rien, mais je vais chercher si je n'étais pas été attaqué. Donc j'assume que j'étais probablement attaqué et je vais chercher des indices éventuellement qui vont me le confirmer. C'est vraiment toute une autre approche qui est nécessaire pour détecter ces attaques qui sont très cachées et qui vont contourner tous les systèmes de défense qui sont en place. Comment réaliser ça? Quelques exemples de détection innovative qu'on a mis en place chez nous, que vous pouvez aussi le faire chez vous, à dépendance des ressources que vous avez à disposition. Tout d'abord, utiliser les données disponibles. Chaque système de sécurité délivre un certain nombre de données, il faut les utiliser. On a des logs. Les logs, on les met quelque part pour analyser quand on a un incident. Mais on peut aussi les analyser avant d'avoir un incident et découvrir le plus vite possible et intervenir le plus rapidement possible. Le red teaming, aussi très intéressant, ça demande un peu plus de ressources. Si vous avez des ressources de sécurité internes, vous pouvez les utiliser pour effectuer des manipulations ou des opérations à l'intérieur de votre réseau, donc sans passer par toutes les protections de défense en place, et voir si le blue team, donc la partie défense, arrive à détecter certaines de vos actions. Et ça permet vraiment d'améliorer cette capacité de détection. Le deuxième point, du monitoring des événements vers les menaces. On a l'habitude de chercher le feu quand on voit la fumée. Mais maintenant, si on connaît les menaces exactement, on peut chercher avant de voir la fumée. Ça paraît étrange, mais si je prends aussi une analogie, si j'ai de la paille, on sait qu'à 70 degrés, la paille peut autocombuster, peut créer une autocombustion, donc peut brûler. Donc je sais que si j'ai quelque part une température supérieure ou près de 70 degrés, je vais chercher. Je peux déjà chercher avant. Donc on anticipe. Et ça, c'est quelque chose qui est nécessaire de plus en plus parce qu'on part du principe que l'ennemi contourne notre système de défense. Donc il faut connaître ces menaces. Il faut aller sur Darknet, sur des réseaux, sur des forums, découvrir quelles sont les activités et pouvoir anticiper. Le threat hunting, c'est l'activité justement qui va chercher des indices
avant d'avoir des indices qui sont donnés par les systèmes qui sont en place. Utiliser de nouvelles technologies, bien entendu, il y a de nouvelles technologies qui sont efficaces, mais il ne faut pas en abuser. Les technologies doivent être gérées, ça nécessite aussi l'apport de l'humain pour ça. L'intelligence collective, aussi très intéressant les programmes de bug bounty, on paye des hackers pour qu'ils nous communiquent les failles qu'ils découvrent chez nous. Ils ont deux possibilités, les hackers. Ou bien ils les vendent sur le darknet, ou bien ils nous le vendent à nous, et nous on les paye. Ça c'est légal, vendre sur le darknet c'est illégal. Donc on a un certain nombre de hackers gentils qui nous communiquent des failles et nous permettent de corriger celles-là avant que quelqu'un les utilise ou quelqu'un vienne à connaissance de cela. Donc voici quelques exemples de détection, pas toujours facile à mettre en place, mais qui est utile aujourd'hui. Donc on arrive au deuxième thème, c'est la maturité. Quelle maturité j'ai besoin pour arriver à faire ce type d'activité? Dans la cybersécurité, selon le framework de NIST, il y a 5 domaines d'activité. Je vais vous expliquer très simplement avec une analogie personnelle. Tout d'abord, il faut identifier qu'est-ce qui est important et quels sont les risques sur ce que compte pour moi. Moi, je prends mon vélo. Moi, le dimanche, j'aime bien aller en vélo. Et si je n'ai plus mon vélo, je ne peux pas faire mon hobby préféré. Donc, c'est important pour moi. Et j'ai identifié le risque que quelqu'un pourrait me le voler. Donc, je vais le protéger. Je vais l'enfermer dans un local fermé. Je mets en place un système de protection. Je pourrais m'arrêter là et dire, voilà, j'ai protégé mon bien, je m'arrête ici. Dans la cybersécurité, on doit aller plus loin. On doit pouvoir détecter aussi. Donc, je pourrais mettre une caméra de surveillance qui est capable de détecter si quelqu'un essaye d'ouvrir ce local. Je peux mesurer s'il essaye avec quelle force il essaye d'ouvrir, avec quels outils, etc. Donc, je peux détecter une attaque avant que mon vélo disparaisse, parce que c'est trop tard après. Donc, détecter le plus vite possible. Ensuite, si je détecte que quelqu'un est en train d'essayer d'ouvrir ma porte, qui n'est pas un coffre-fort, alors je dois intervenir. Mais je ne sais pas si la personne est armée sur place, par exemple. Donc, j'ai besoin de quelqu'un de compétent qui va sur place. Par exemple, la police. Eux, ils savent comment faire. Et dans la sécurité, c'est exactement la même chose. Quand on a un incident, on peut essayer soi-même de répondre. Mais souvent, ça nécessite des connaissances particulières et il faut des personnes qui ont ces caractéristiques. Après l'incident, ou quand on a clarifié clairement quel était l'incident, on doit remettre tout en place et on doit améliorer la sécurité. Ici, dans ce cas, par exemple, on met un cadenas en plus. Donc, ce cycle doit être une priorité pour chaque entreprise. Et si on le met sur un graphique, malheureusement, c'est de la maturité, elle va ici dans ce graphique, mais la nécessité de ressources et de savoir-faire augmente, ici dessiné de manière linéaire, mais ça augmente de façon exponentielle. Donc, ce n'est pas toujours facile d'aller vers cette maturité. Et on peut classifier des entreprises, on a essayé de classifier de types d'entreprises. Tout à gauche, les basics, c'est ceux qui n'ont pas besoin de sécurité. Une personne dans un bureau à la maison, bon, je dis, moi, je n'ai pas besoin. Les essentiels des entreprises, j'ai un accès à Internet, je dois mettre au moins un accès, un antivirus, un firewall, je ne sais pas quoi. C'est vraiment le basique. Donc, on est encore ici vraiment dans le semi-privé ou petites entreprises. Et puis, il y a les entreprises qui disent, voilà, moi, je fais du filtrage de contenu, je fais un concept de zone, je mets en place une authentification forte, j'ai des processus en place pour la sécurité, je suis confiant que ma sécurité est bonne. Oui, c'était le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, on doit faire plus. Et faire plus, c'est observer mieux, utiliser les informations que tous ces systèmes nous délivrent avec des analystes, avec des analytics, pour découvrir des choses qui éventuellement ne sont pas encore classifiables comme incidents, mais on doit pouvoir les détecter. Donc, augmenter la capacité de détection, notamment ici, c'est un Security Operations Center ou quelque chose de semblable qui observe et qui analyse ce type d'événements. Et puis, on pourrait aller encore plus loin dans la maturité et aller au niveau expert, anticipator. Anticipateur, c'est celui qui connaît les menaces et est capable d'agir avant qu'une menace aille pris place dans mon entreprise. Je vais protéger ma botte de paille avant qu'elle s'enflamme, parce que je sais qu'à partir d'une certaine température, elle va brûler. Donc ça, c'est le modèle
de maturité, chacun peut réfléchir où je suis mis, dans quel domaine je me trouve, où j'aimerais être, qu'est-ce qui me manque pour aller là où je veux et qu'est-ce que j'accepte comme risque. Là, j'arrive au deuxième point. Troisième point, la gestion de la sécurité. Qu'est-ce que ça signifie en pratique? Moi, en tant que responsable de produits chez Swisscom, je reçois toutes les semaines quelqu'un qui vient me vendre un produit, qui fait tout ce qu'on veut au niveau de la sécurité. Ça peut être le meilleur produit du monde, oui, mais il faut pouvoir d'abord le monitorer. Je dois m'assurer que cette solution, qui peut être parfaite autant qu'elle est possible, mais il faut que je m'assure qu'elle fonctionne correctement. Donc, il y a une bonne santé. Deuxièmement, je dois faire des backups, je dois faire des releases, des patch management. D'une manière ou d'une autre, je dois le faire, ou bien c'est compris dans le produit, ou je dois le faire. Beaucoup d'attaques, d'incidents se passent encore sur des vulnérabilités connues pour lesquelles existent des patchs. Donc, ça, c'est vraiment l'importance de faire ce type d'activité. Et aussi, par exemple, le change management, quand on fait un changement de configuration, je dois le faire correctement parce qu'un bon système de sécurité, s'il est mal configuré, ne sert à rien. Et ensuite, le troisième niveau, c'est analyser ce que le système me dit, les événements. Mon local de vélo me dit quand quelqu'un essaye d'ouvrir la porte, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, avec quelle force, avec quels outils, etc. Et à un certain moment, même si ce n'est pas encore un incident, parce que mon système m'a protégé, mais à un certain moment, j'interviens avant que l'incident survienne. Mais je dois faire ça, si possible, en temps réel. Ça, c'est la difficulté. Deuxième difficulté, c'est que je n'ai pas que mon local à vélo, j'ai plusieurs domaines. J'ai mon périmètre de sécurité, j'ai mes places de travail, j'ai mon réseau, j'ai mes solutions cloud privé, cloud public, applications, etc. Donc j'ai plusieurs domaines et pour chaque domaine, je dois m'assurer que ce travail soit fait. Et ici, on rentre vraiment dans une autre dimension de complexité. On doit vraiment garder que pour chaque domaine, tout ça est fait correctement. Donc l'implémentation, la gestion des patchs, etc. et la gestion de la sécurité des logs, si on veut. Et on peut aller encore un peu plus loin dans le niveau de la maturité. On peut corréler le tout ensemble, les différents domaines, les mettre ensemble avec des outils spécialisés qui font des analytics, qui permettent une vision end-to-end. Et des petits indicateurs pour chaque domaine sont sans importance. Quand on les ajoute, des indicateurs qui viennent d'autres domaines pourraient être un indice d'une attaque. Et là, il faut vraiment réagir. Mais pour cela, ça demande une certaine analyse. On a besoin d'analystes. Et je reviens à la partie Security Operations Center, des spécialistes qui analysent si c'est un enfant qui a ouvert la porte ou qui essaye d'ouvrir la porte, qui est en train de jouer, donc c'est un false positive, ou bien si c'est quelqu'un vraiment qui veut voler mon vélo. Donc, cette analyse. Et si l'incident est prouvé, j'ai besoin de quelqu'un qui intervienne. Ce Security Incident Response Team. Je dois être prêt. Et pas seulement quand ça arrive, je dis, ah là, qu'est-ce que je fais maintenant? Il faut être prêt pour quand cela arrive. Ça détermine la maturité de la sécurité à l'intérieur de l'entreprise. Mais on a encore besoin, pour arriver au tout dernier, à l'anticipateur, de connaître quelles sont les menaces. Et pour ça, on a des services de threat intelligence qui permettent de donner des informations provenant de forums sur Darknet, sur Internet. On peut chercher énormément d'informations pour anticiper certains incidents en connaissance de cause, si on connaît exactement quelles sont les menaces. Un exemple phishing. Phishing, c'est l'exemple simple. Il ne faut pas expliquer ce que c'est du phishing. Ça peut être du mail, du SMS ou du voice. Prenons l'exemple du mail. On a dans une phase d'attaque, dans une attaque, il y a plusieurs phases. D'abord, celui qui prépare l'attaque va déterminer qui veut attaquer. Le spear, c'est l'attaque ciblée de phishing. Donc, je vais déterminer qui je veux attaquer. Je vais prendre des informations sur lui. Je vais préparer mon armement. Et puis ensuite, j'envoie mon email. Ensuite, je peux faire d'autres actions. Le phishing en soi, c'est une attaque, mais ne n'est pas l'attaque, c'est ce qui vient après. C'est les autres actions. On peut représenter ici. Le phishing va dans les 3 premières phases. Ensuite, c'est d'autres actions, comme crypter les données sur votre ordinateur, voler des données, etc. Donc, c'est d'autres activités qui sont démarrées dans une partie de phishing. Et on peut protéger, quand on reçoit un email, on peut protéger. Mais on a seulement cette opportunité-là. Mais par contre, on a une possibilité de détecter des activités tout le long de la chaîne. Et cette attaque ne va pas durer 30 secondes, il va durer des heures, des jours, des semaines. Donc on a plusieurs possibilités de détecter des activités visant à nuire notre entreprise. Si on prend l'exemple dans la phase de protection,
on a la partie mail sécurité qui pourrait bloquer, reconnaître le mail au départ, donc le bloque, mais souvent ne le reconnaît pas si c'est bien fait. Donc c'est l'utilisateur. L'utilisateur lui-même peut être en mesure de détecter cela. Donc il reconnaît le phishing et il l'efface. C'est la deuxième phase de protection. S'il ne le reconnaît pas, il va cliquer sur le fameux lien et le lien est contrôlé par un proxy. Le proxy, il le connaît, il le bloque ou bien pas. Ou bien il n'est pas encore connu et le laisse passer. Si le site sur lequel vous allez va télécharger un malware, un antivirus pourrait le bloquer. Donc vous voyez, plusieurs possibilités dans la phase de protection pour bloquer ça. Mais on peut aller plus loin dans la détection et dans la réponse. Déjà, la partie mail, on fait du sandboxing. Si on a un attachment dans un mail qu'on ne connaît pas, on peut essayer de l'ouvrir dans un environnement sécurisé, voir comment ma machine réagit. Donc, ça permet de détecter beaucoup plus. Si l'utilisateur qui reconnaît un phishing peut le communiquer très rapidement au service de sécurité interne de l'entreprise, on peut mettre des mesures en place dans la sécurité mail pour le bloquer, pour effacer tous les mails qui sont passés. Donc, mettre en place quelque chose peut aider. Le proxy, on a des solutions de machine learning qui permettent de reconnaître si des URL sont falsifiées, des URL malveillants, on peut les reconnaître. Donc, on peut augmenter la reconnaissance. Il y a des autres solutions d'antivirus, pas seulement basées sur la signature, mais avec le comportement, etc. Donc, plusieurs mesures, seulement pour une attaque très simple. Et ici, ça montre bien la partie Threat Detection and Response qui met vraiment une couche supplémentaire à la maturité, à la capacité de détecter des menaces qui sont plus complexes. Donc, dans cette situation, je fais quoi maintenant? Je n'ai pas forcément tous les outils en place pour faire cela. J'ai essayé dans ce graphique, avec ces 5 phases du NIST Framework, identification, protection, détection, réponse et restauration de l'infrastructure, quelle est l'importance de différents éléments. Donc, en tant que les outils m'aident peu pendant l'identification. Si je veux identifier que mon vélo est important pour moi, ben c'est moi, ce n'est pas tellement des outils, c'est moi qui décide. Par contre, pour la protection, pour la détection, j'ai besoin des outils qui sont performants pour cela. Dans la réponse, les outils sont moins importants et pour la partie de récupération, encore moins. Qu'est-ce qui est important à ce niveau-là? C'est les professionnels, les ressources humaines. Que eux, ils ont une importance primordiale dans toute la chaîne et c'est important d'avoir ces connaissances dans toutes ces phases pour mettre en place les mesures et les gérer correctement à l'intérieur de l'entreprise et arriver à ce niveau de maturité qui est souhaité. Il y a le management aussi qui joue un rôle important. Je vous explique après pourquoi je les mets, le management. C'est clair, au début, c'est lui qui définit qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, mais pendant la phase de protection et détection, pas beaucoup d'importance, le management, à part qu'ils doivent donner de l'argent pour acheter et pour mettre en place des mesures. Dans la réponse, le management est nouveau concerné. Parce que quand il y a un incident, le management doit prendre des décisions importantes concernant la communication, la mise au service de certaines applications, etc. On doit avoir des processus en place. Quand on a un incident, le management doit être intégré. Maintenant, je suis devant cette énigme, mais je fais quoi, moi? Qu'est-ce que je peux faire moi-même? Qu'est-ce que je peux externaliser? J'ai essayé, avec ce graphique, de déterminer quelles sont les phases et les activités qui peuvent être externalisées avec des gros cercles, des tout petits cercles difficilement externalisables. Tout ce qui est le management, on ne peut pas l'externaliser, doit rester responsabilité de l'entreprise. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans les autres phases, il y a des possibilités d'externalisation pour différentes choses. Et avec un portfolio modulaire, Swisscom offre pas mal de solutions dans tous ces domaines pour aider nos clients dans ces différentes phases avec l'expérience que nous, on accumule en tant qu'infrastructure critique. Tout ce qu'on subit comme attaque, ça nous permet d'augmenter notre connaissance, aussi de mettre en place chez nos clients et améliorer la sécurité. De façon modulaire, ça ne veut pas dire ça n'existe que l'externalisation totale ou pas d'externalisation. On peut vraiment par secteur déterminer où j'ai besoin d'aide et on peut demander de l'aide à des providers de sécurité. Il y en a plusieurs. Swisscom, ce n'est un de ceux-là. Donc, en conclusion, c'est très clair. La prévention, comme on la connaît, ne suffit plus. Ça suffit, elle doit être mise en place pour certains types d'agresseurs, si on veut. Elle doit être maintenue, mais la détection et la réponse doivent prendre
une place importante maintenant dans l'entreprise. On doit vraiment réfléchir comment je peux détecter des choses que la prévention n'a pas pu bloquer. Donc, on doit les mettre en place, mais cela nécessite un grand savoir-faire. Et ça, c'est un peu la difficulté. Les entreprises doivent investir dans les personnes autant que dans les outils. Ça ne sert à rien d'acheter tous les outils possibles et imaginables si on n'a pas les ressources derrière qui sont capables de gérer et les utiliser correctement. Combien de solutions on a en place qu'on utilise à 2% parce qu'on n'a pas la capacité ou les connaissances nécessaires pour l'utiliser dans sa vraie valeur. Donc, investissez là où vous avez aussi les ressources pour utiliser de manière optimale l'investissement fait. Et puis, une cyberdéfense efficace va au-delà de ce qui a été éprouvé. Ça veut dire que ce qu'aujourd'hui est vrai, ça n'est pas forcément vrai demain. Et quand je dis demain, je parle dans 24 heures. Donc, il faut toujours être attentif, se mettre à jour continuellement concernant les nouvelles menaces, les nouvelles techniques, les nouvelles tactiques qui sont utilisées pour ainsi détecter ce type de menaces sur des systèmes qui ne sont pas encore prêts pour ce type d'attaque. Donc, il faut rester vigilant et toujours actif dans la recherche, dans l'observation des menaces, de ce qui se passe chez nos voisins, dans la même branche que chez nous, et se préparer de manière optimale. Je vous remercie pour votre attention et je reste à disposition pour vos questions. La, la, la. Voilà, on passe à la partie des questions. Je ne peux pas vous cacher que la session a été préenregistrée, donc j'ai essayé de me raser pour ressembler à celui que vous avez vu avant. Je suis le même, mais pas dans le même espace-temps. Donc, j'ai quelques questions dans le chat. J'espère que la présentation était intéressante pour vous. J'ai une question qui m'interpelle. Pour quelles raisons il y a un manque de spécialistes de sécurité? C'est difficile à dire pourquoi les spécialistes manquent, parce qu'on peut diviser, on peut diviser un peu le problème en deux parties. D'une part, il n'y a pas assez de professionnels de la sécurité en général, donc des gens qui s'occupent de la sécurité, mais plus spécifiquement, il y a des manques de spécialistes avancés dans la sécurité. Si on veut, c'est un peu comme, c'est difficile à atteindre ou trouver les bonnes ressources pour les bonnes activités. C'est un peu comme si dans la médecine, on va former seulement des infirmières et dire, voilà, on a du personnel dans la santé et cette infirmière doit faire des opérations au cœur ouvert. Ce n'est pas le même degré de formation nécessaire. Et là, dans la sécurité, c'est très large, c'est très vaste et c'est difficile à trouver ces spécialistes. Est-ce que le travail n'est pas assez intéressant pour intéresser des jeunes à travailler dans la sécurité? Difficile à dire. Ce qu'il faut dire aussi, peut-être, c'est que souvent, le travail d'un analyste, par exemple, n'est pas toujours super intéressant. On doit faire des analyses, on a beaucoup de falses positives, c'est assez monotone. C'est intéressant quand il y a un vrai incident. Ce n'est pas intéressant pour l'entreprise, c'est intéressant pour l'analyste. Donc, il faut avoir un environnement où le travail devient intéressant et ce n'est pas toujours le cas. Il faut pouvoir aussi évoluer dans la carrière. Un analyste, il ne veut peut-être pas faire toute sa vie analyste. Il doit travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, aussi une difficulté. Donc, il y a pas mal de barrières qui font que c'est difficile de trouver des spécialistes. Et puis, un autre facteur du fait qu'il manque des spécialistes, ces spécialistes sont recherchés et tous les jours reçoivent des autres offres. Et la difficulté pour l'entreprise, c'est de garder ces spécialistes. Donc, ça, c'est un autre challenge. Comment faire pour garder ces spécialistes? Il faut des bonnes conditions, un bon environnement, il faut du travail intéressant, etc. Donc, voilà, on travaille tous dans ce sens-là, mais le nombre final de ressources à disposition est inférieur aux besoins. Donc, automatiquement, il y a un souci à ce niveau-là. Si je prends une autre question ici, laissez-moi 2 secondes pour lire ça. Comment fonctionnent les activités de threat hunting? Ouais, le threat hunting, j'ai expliqué, en fait, c'est rechercher des indices là où on n'en a pas encore. Moi, je prends l'exemple de
ma série préférée quand j'étais jeune, le lieutenant Colombo, je ne sais pas si vous connaissez, lui, c'était quelqu'un qui allait dans chaque détail, chaque indice, il se rappelait, tout mettait ensemble. Et à la fin du film, bien sûr, le lieutenant trouvait le meurtrier. Maintenant, le lieutenant des temps modernes ne cherche pas comment dire, la personne qui a tué quelqu'un. Voilà, on cherche un agresseur avant qu'il fasse les dégâts. Donc, c'est un peu une autre approche. Mais l'analogie, c'est dans le fait qu'il doit garder chaque détail compte. Il doit être capable de corréler chaque détail pour trouver des anomalies qui pourraient être des attaques. Il y a trois façons de faire ce type d'activité. Le premier, c'est faire des enquêtes fondées sur des hypothèses. Je suis une entreprise financière, par exemple. Je vais chercher des attaques qui essayent de faire un certain type d'activité dans mon domaine. Donc, je vais partir de l'hypothèse que je suis potentiellement candidat à un type d'attaque. Donc, je cherche dans ce domaine. L'autre, si on a des petits indicateurs, hein, je parlais avant de fumée, il y a une toute petite fumée, un analyste va dire c'est pas grave, c'est juste chaud. Un trade hunter va voir un peu plus en profondeur, va rechercher des indicateurs et essayer de trouver d'autres indices qui pourraient indiquer une présence d'un agresseur dans l'infrastructure. Et la troisième méthode d'approche, c'est utiliser des outils avancés avec de l'intelligence de machine learning capable vraiment de corréler ces indicateurs. Aujourd'hui, ça existe certains outils qui doivent après être utilisés par des personnes. Donc, le threat hunter, le chasseur de menaces, est toujours important pour aller chercher ce type de menaces. Donc, voilà, ça c'est un peu les activités très rapidement. J'ai beaucoup de questions, j'essaye de prendre la prochaine le plus vite possible. Est-ce que le ticket d'entrée dans la gestion de la cybersécurité est la même, quelle que soit la taille de l'entreprise? Oui, c'est une bonne question, hein. C'est vrai que si on veut mettre en place un SOC, par exemple, donc si on veut externaliser un SOC, il y a des coûts de base qui sont pratiquement indépendants de la taille de l'entreprise. Donc, le ticket d'entrée, il pourrait être un peu effrayant pour des petites entreprises. Après, dû au fait que le nombre de tickets est réduit, là, il y a des coûts plus bas. Mais effectivement, il y a toujours un palier important à passer pour rentrer. Après, ça dépend si on parle de la gestion d'un élément de sécurité ou bien si on parle de Security Operations Center. Là, ça se différencie un peu. Mais en tout cas, pour ce que nous concerne, c'est vrai que pour les petites entreprises, ce premier pas n'est pas toujours facile. Le ticket d'entrée, comme dit, est parfois un peu plus complexe à faire passer, disons ça comme ça. Autre question. Est-ce que c'est une position de façon concurrentielle sur le marché des PME concernant ces offres de services de cybersécurité? Donc, on a un portfolio de solutions qui sont dédiées pour les PME, donc c'est certain. Bien entendu, on ne parle pas maintenant ici de niveau de maturité comme on a vu sur mon graphique, on parle plutôt des fonctions de base nécessaires et que parfois c'est déjà un pain point pour les petites entreprises. Donc là, on a un portfolio qui s'adapte bien pour ces besoins-là. À commencer, pour me rattacher à une autre question concernant la formation des utilisateurs, à commencer par la formation justement des employés concernant les menaces. Il faut être conscient que le 90%, à peu près, entre 80 et 90% des attaques passent par une manipulation d'un collaborateur ou de quelqu'un, donc d'une personne. Donc, si ces personnes ne font pas une certaine tâche, l'attaque ne peut pas réussir. D'où l'importance de cette formation. Et là, c'est clair qu'on peut offrir des packages très intéressants aussi pour les petites entreprises. Donc, le temps que j'ai à disposition, malheureusement, est terminé.
Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et si vous avez besoin, vous pouvez me contacter en tout temps. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup et au revoir à tous.